Qu'est-ce qui peut rendre un adolescent incontrôlable? Sa volonté naturelle de conquérir sa liberté et le fait d'avoir en face une barrière, des gens qui ne le comprennent pas. Malheureusement, aucun être humain ne peut se structurer sans le mot non. Qui que vous soyez. Micheline Seim, psychologue et spécialiste du coaching parental, guide les parents à instaurer une relation plus sereine et équilibrée avec leurs adolescents. Lorsqu'on est un parent unique, comment éduquer son enfant? Ça demande beaucoup de maturité. Autant tu as un enfant que tu dois éduquer, autant tu as toi-même que tu dois structurer. Il y a une mode en ce moment en Europe. Quand un enfant naît, bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord, qu'on le laisse lui-même choisir, entre guillemets, son identité sexuelle. Tu as un commentaire par rapport à ça? C'est nous qui avons décidé que la fille doit jouer avec la poupée et le garçon doit jouer au ballon. L'enfant n'a jamais dit ça. C'est dans notre tête que ça se passe comme ça. Ça veut dire que le garçon peut très bien jouer avec la poupée. On voit des parents qui habillent leurs enfants étant l'enseigne, qui trouvent leur enfant sexy. Quel est le commentaire que tu as fait par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des éléments dans notre culture qui sont des vrais poisons éducationnels? Oui. Ce serait quoi, par exemple? Le poids de nos... Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. C'est quoi la plus grosse erreur que commet la majorité des parents lorsqu'il s'agit de l'éducation de leurs enfants, en tant que professionnel, la professionnelle que tu es? Ils ont tendance à reproduire les schémas qui ont marché pour eux, qui ont vraiment marché pour eux. Et puis, ils pensent que comme ça marchait sur eux, ben, ça veut dire que c'est la formule gagnante et puis ça doit marcher chez leurs enfants. Donc, il faut une sorte de copier-coller et ils oublient que justement, la cible a marché. Même si la méthode, elle est bonne, la cible, elle a changé et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas chez les enfants alors que ça a marché chez eux. Et puis, on essaye des choses, ça ne va pas, on se perd dans tout ça et puis... ils ne se rendent pas compte qu'il faut faire une mise à niveau et quelquefois, c'est ça le problème. Donc, à t'entendre et au vu du livre que tu as écrit, Adolescent incontrôlable, bref, on aura le temps d'échanger dessus plus tard. J'ai l'impression que tu te positionnes comme celle-là qui va éduquer les parents. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les parents ont besoin d'une mise à niveau. Ça, c'est certain. Les Pourquoi? parents ont besoin d'une mise à niveau parce que nos enfants aujourd'hui ne sont pas tels que nous avons été. Comme je dis souvent, les enfants africains, ils ont les pieds en Afrique et la tête en Occident. Peut-être je devrais dire ils ont les pieds en Afrique mais la tête dans les réseaux sociaux qui les met en contact avec d'autres systèmes de pensée. Et puis la mère pense que son enfant, c'est juste celui, le papy qui est à la maison là, qu'elle envoie. Mais la quantité de choses qu'il a dans sa tête, mais elle n'imagine pas. Aujourd'hui, nous avons une génération où les jeunes filles filment eux-mêmes leurs ébats sexuels et c'est eux-mêmes qui les mettent sur les réseaux sociaux. Les mamans n'avaient jamais imaginé quelque chose comme ça. Mais ça se fait. Et c'est leur quotidien. Donc, il faut que les parents apprennent à se mettre à jour. Pas pour accepter ce qui est fait, mais pour les comprendre, pour réussir à leur parler le langage qu'ils comprennent. Et c'est dans ce langage qu'on va éduquer nos enfants. Mais c'est quoi le langage des enfants? C'est comprendre à quoi ils pensent, quelles sont leurs nouvelles valeurs. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, les enfants pensent au moi d'abord, ils pensent à la satisfaction immédiate, ils pensent à copier la vie de bling-bling qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et nos enfants c'est curieux, mais ils ont un sentiment d'urgence. Ça veut dire que lorsqu'on voit quelqu'un qui, schématiquement, a réussi sur les réseaux sociaux, nos enfants veulent aussi réussir, mais ils ne savent pas qu'il y a un parcours entre les deux. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un parcours, c'est trop difficile. Alors, on cherche les raccourcis, on va dans les porte-monnaies magiques et tout ce qui est apparenté. Donc, en réalité, nos enfants sont pressés. Il faut donc que les parents comprennent que nos enfants veulent le résultat, mais ils ne veulent pas le temps qu'il faut mettre, ils ne veulent pas la méthode. Il faut donc que les parents trouvent comment leur parler pour les amener à comprendre que vous pouvez avoir ça, mais qu'il y a des méthodes qui quelquefois ne demandent pas finalement votre tête. En effet. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que souvent on a des parents qui sont réticents à l'idée d'aller apprendre de nouveau, à l'idée de se mettre à jour? C'est l'éducation. Et puis on peut comprendre, hein, quand tu vas voir le médecin, tu reconnais que tu n'as pas pu gérer ta santé. C'est pour ça que tu es là-bas. Donc, lorsque tu vas voir un coach parental, tu reconnais implicitement que tu n'as pas pu élever l'enfant. Or, entre-temps, tu es cadre dans ton entreprise, tu es un grand homme d'affaires, et puis les petits-enfants te dépassent à élever. Tu as ce sentiment de honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Tes parents qui étaient, entre guillemets, illettrés, ont fait de toi le cadre que tu as. Et puis, voilà un petit-enfant qui te dépasse à élever. Donc, c'est un aveu d'échec public et ce n'est confortable pour aucun parent. Alors, au lieu d'aller s'exposer en public, on préfère essayer les choses
choses, la bastonnade, la menace, on va chez le pasteur, il y a de tout dedans. Et les résultats montrent que, en réalité, il faut penser à autre chose. Il faut revoir une autre méthode. En effet, revoir une autre méthode. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu en tant que parent pour ce qui concerne l'éducation des enfants? Le meilleur conseil, c'est que les enfants changent, les époques changent, leur système de pensée change et que pour leur parler, il faut apprendre leur langue. Et c'est dans cette langue que tu vas les éduquer. C'est beau ce que tu dis. C'est très, très beau. Ouais. Bonjour ma personne personnelle. J'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu auras bien pu le comprendre. Nouvel invité, nouveau décor, mais surtout, nouvel épisode du podcast de l'écrivain, le podcast qui donne la parole aux auteurs qui écrivent pour impacter. Aujourd'hui, on reçoit Micheline Samé, auteure du livre Adolescent incontrôlable, paru aux éditions Argent Livre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Ça commence à faire quand même, ça commence à faire. Ouais. Yes. Dans l'équipe, vous me connaissez déjà. On va tirer à balles réelles. Surtout que l'invité a dit qu'on peut y aller, donc on va y aller à fond. Le sang doit couler parce que la peine n'est pas rentable. Surtout pour le vendeur d'armes. Mais avant, je vais préciser une chose. C'est que le week-end de l'écrivain 2025, 4e édition à Yaoundé ici, ça doit trembler. Parce qu'à Paris, ils étaient plus de 1500 à avoir répondu présent. À Ouagadougou, ils étaient plus de 1500 à avoir répondu présent. Donc on dit que nous sommes le continent. Donc on doit être au moins 3000. Bref, l'équipe, tenez-vous prêts. On vous met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Donc restez concentrés parce que ça sera énorme. Cette année, il y a beaucoup d'innovations. Les auteurs, les entrepreneurs, les coachs et tout. Bref, chacun va trouver son compte. Ceux qui veulent un stand, bref, chacun trouvera son compte cette année. On va vous faire ce qui n'a jamais été fait auparavant au continent. Donc, au-delà de ça, on vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo, dans la description, pour en savoir plus. Et cette année, on va jouer l'utile à l'agréable parce qu'on aura un artiste invité pour le show final. À Paris, on avait Loco. Au Burkina Faso, on avait Floby. Donc, je vous laisse me mettre en commentaire qui est l'artiste invité que vous souhaitez avoir pour le show de la fin, pour le week-end de l'écrivain 2025 sur le continent. C'est le dernier événement de cette année, de la tournée. Donc, les gars, on doit prouver que l'autre là ne peut pas nous dépasser. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Micheline. Bonjour Valère. Comment tu vas? Super bien. Super. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir là, sachant que tu es venu de Douala. Ouais. Moi, Douala, c'est pas le Cameroun. Douala, c'est un pays. Ouais. Voilà. Ta caméra est là, du coup. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Je suis Micheline Samé. Je suis coach parental et psychologue. Et j'accompagne les parents, notamment les mamans, à mieux éduquer leurs adolescents parce que je pense qu'aujourd'hui, la relève doit être assurée par la relève doit être assurée par des personnes qui, nous, les parents, nous rassurent. Notre temps passe et lorsqu'on se retourne, on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, ça nous rassure pas. On a une belle carrière professionnelle, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Mais lorsque nous regardons nos enfants, est-ce que nous sommes rassurés? Est-ce que nous pouvons leur laisser tout ce que nous avons bâti? C'est pour ne pas avoir ce conflit, pour ne pas avoir cette culpabilité, ce regret, que moi et d'autres personnes de mon corps de métier, nous travaillons à renforcer les capacités des parents pour bien éduquer leurs adolescents parce que je pense que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Je confirme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un grand penseur qui a dit lorsqu'on éduque bien les enfants, on ne s'inquiète pas pour les adultes. Sûrement. C'était très bien dit. Bon, aujourd'hui tu es coach parental. C'est pas quelque chose d'assez commun, surtout dans l'environnement africain. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi l'histoire qui se cache derrière tout ça? Première chose, j'ai été élevée par des parents qui avaient deux caractères différents. Mon père était, et j'en parle dans mon livre, mon père était quelqu'un de permissif. Je me rappelle pas que mon père ait levé la main sur moi. Pourtant, en Afrique, c'est quelque chose qui est commun pour les gens de ma tranche d'âge. C'est quelque chose qui est commun, mais je me rappelle pas. Mon père était ce genre de personne qui dit, ne fais plus ça, hein. J'ai déjà dit de ne plus faire ça, hein. Ne fais plus ça. Et ma mère était le genre de personne, quand tu la regardes, tu commences à trembler parce qu'elle va t'envoyer une gifle, ton oreille va teinter. Si vous connaissez ce genre de maman-là, que lorsqu'elle arrive, elle vous a même pas encore touché, vous vous mettez déjà à pleurer. Donc, j'ai grandi entre ces deux façons. Et avec mes frères et sœurs, certains sont devenus des personnes, je vais dire, des personnes bien rangées, des personnes utiles à la société. Et d'autres ont été des têtes dures qu'il a fallu seulement rattraper. Et ça m'a fait penser que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une méthode?
Ce n'est pas quelque chose d'inné, éduquer les enfants. Il y a une méthode et avec la bonne méthode, on peut atteindre facilement les bons résultats. La deuxième raison, c'est que dans une autre vie, j'ai été enseignante. Et lorsque j'étais enseignante au lycée technique, donc Konsamba, pour ceux qui veulent savoir, les parents venaient souvent me voir pour me dire que les enfants sont têtus, turbulents, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en réalité, notre travail, c'est de leur enseigner le français, l'anglais, les mathématiques. Si l'enfant est têtu à la maison, arrêtez son problème. Bon, je lui ai pas dit ça, mais ça m'a montré que en réalité, il y a de la demande. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former, me perfectionner, et je continue encore à me former. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi un marché à prendre. Du coup, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Parce que, comme je le dis souvent, mon enfant, ma fille ne va pas épouser mon garçon. C'est ta fille ma fille va épouser ton garçon. Et mon garçon va épouser ta fille. Donc, si je n'éduque pas bien mon enfant, indirectement, ça va se retrouver chez toi. Et si tu n'éduques pas bien ton enfant, ça va se retrouver chez moi. Donc, toi et moi, avons de bonnes raisons. Nous avons intérêt à ce que nos enfants soient bien éduqués. Tout à fait. Et comment on se prépare, comment on s'éduque à être parent? Comment on apprend à être parent? Voilà. On ouvre son esprit pour accepter ce qui est difficile à entendre. On sort de notre zone de confort. Par exemple, je dis dans mon livre que lorsque moi j'étais enfant, regarder les parents, un adulte dans les yeux, c'était un très grand manque de respect. De toutes les façons, c'est une gifle qui te remettait les idées en place. Mais aujourd'hui, moi, mon enfant me regarde droit dans les yeux. Il dit que maman, j'ai compris, non, c'est quoi? Tu vas dire ça 30 fois. J'ai déjà compris, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Je vais pas avoir un AVC. Donc, c'est à moi d'ouvrir mon esprit pour comprendre qu'en réalité, lui vit son époque. Et c'est à moi de savoir comment lui dire qu'on ne fait pas ça, mais dans la langue qu'il comprend. La langue qu'il comprend, c'est cette liberté d'expression qu'il a. Et je vais utiliser ça pour lui montrer que ça ne va pas. Donc, ça part d'un besoin, d'une frustration que j'ai observée. Et puis, j'ai pensé à proposer une solution qui d'abord a marché sur mes propres enfants, a marché dans mes petits cercles sociaux. Et puis, je me suis professionnalisée. De plus en plus de personnes ont adhéré au projet. Je me suis rendu compte que, mais en réalité, il y a un besoin. Et puis, je me suis professionnalisée. Aujourd'hui, je suis coach parental. En tout cas, c'est beau. Il en faut. Et lorsqu'on est parent, c'est quoi le plus gros challenge d'un parent? Voir son enfant devenir un adulte responsable, ah oui, ça c'est vrai. Utile à lui-même, utile à la société, utile à l'humanité tout entière. Non, ça c'est très vrai ce que tu dis là. Parce que récemment, j'écoutais un certain parent et il disait que dès qu'on devient parent, tout de suite, on commence à être habité par un stress permanent. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai parce qu'on se demande qu'est-ce qui va devenir, tel que je le vois là, il ne rassure pas. Et puis, comme je dis souvent, lorsque l'enfant grandit, le parent vieillit. Dans un certain moment, que tu le veux ou non, tu commences à penser à l'après toi et tu regardes l'idiot là, il est là, se lever le matin, il n'arrive pas à laver les assiettes, il n'arrive pas, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que ça va devenir ici après moi? Donc, on a toujours ce stress là, on aimerait. Et puis, il y a une chose quand même qu'il faut savoir, c'est que l'éducation d'un enfant, c'est son autonomie. Donc, lorsque tu as un enfant, tout ce que tu fais, en réalité, tu le prépares à te quitter un jour et puis aller servir la société. Donc, tu as bien éduqué ton enfant lorsqu'il est parti de chez toi, mais qu'il joue un rôle dans le monde qui sert à quelque chose. Donc, il faut que le parent se demande, tel que moi je vois là, est-ce que vraiment je suis fier de moi? Même s'il fallait que ma vie s'arrête aujourd'hui, ce que je laisse là, est-ce que je suis fier de moi? Et si tu n'es pas fier de toi, la bonne nouvelle, c'est que il y a les coachs parentaux pour t'aider. Mais sauf que derrière ça, ce que tu dis, c'est bien beau, mais il y a certains parents qui disent n'avoir pas assez de temps pour éduquer leurs enfants. Ouais, je peux comprendre parce que ce que je dis souvent aux gens, pour ceux qui suivent mon actualité, c'est que j'ai commencé à travailler quand je me suis mariée. Évidemment, j'ai commencé aussi avec les maternités quand je travaillais déjà. Donc, j'ai dû moi aussi jongler entre le travail, la famille, les nounous et tout ça. Ce n'est pas toujours évident parce qu'à un moment, tu rentres, ton enfant commence à dire des choses que toi, tu lui as pas appris. En réalité, c'est la nounou qui lui a appris ça. Et puis, il faut commencer à bousculer pour arracher ton enfant à la nounou, en même temps laisser l'enfant à la nounou puisqu'il faut aller travailler. Oui, ce n'est pas évident. Ça demande quand même une bonne organisation. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec le digital, on réussit quand même à contourner. Par exemple, lorsque tu es au travail, tu peux appeler à la maison en appel vidéo. Tu peux parler à l'enfant, à la nounou, qu'est-ce au monde l'enfant, ainsi de suite. Si l'enfant a un âge où il peut parler, qu'on lui donne le téléphone.
Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as mangé? Machin. Maintenant, lorsque tu reviens à la maison, il faut caler un temps pour ton enfant. Pour nous, les femmes, c'est pas évident. Il faut rentrer à la cuisine. Il y a les nouvelles associées qui nous challenge. C'est pas évident. Mais si tu cales un temps vraiment pour ton enfant, tu laisses le téléphone à côté, WhatsApp et tout ça, comment tu vas passer la journée, ainsi de suite. Je dis souvent aux parents que il faut beaucoup tenir compte du non-verbal. Lorsque tu demandes à ton enfant comment tu as passé la journée, il va dire bien. Tu veux qu'il dise quoi? Il va dire bien. Mais maintenant, la façon de dire bien peut te renseigner. Est-ce qu'il est racketté à l'école? Est-ce que quelqu'un l'a menacé? Est-ce qu'il fait face déjà aux stupéfiants? Ainsi de suite. Le non-verbal te permet de voir que l'enfant, s'il n'est pas bien, il perd du poids, il a les yeux rouges. Donc, c'est une façon de dire que oui, ce n'est pas évident. La vie moderne nous impose, à nous les femmes aussi, de sortir. Mais la vie moderne nous impose aussi de préparer la relève qui est l'éducation des enfants. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un peu de temps de qualité que de prendre un grand temps où on ne fait rien. Lorsqu'on est conscient de ses responsabilités, on finit toujours par gérer. Il y a les week-ends aussi. On peut trouver un peu de temps en allant à l'église, au marché. Bref, il y a toujours un peu de temps qu'on peut récupérer quelque part pour nourrir notre enfant. Et donc, au-delà de ça, pour venir sur le titre de ton ouvrage, Adolescent incontrôlable, qu'est-ce qui peut rendre un adolescent incontrôlable? Sa volonté naturelle de conquérir sa liberté et le fait d'avoir en face une barrière, des gens qui ne le comprennent pas. Lui, il a un idéal dans sa tête qu'il veut vivre. Et puis, il y a des parents qui lui imposent un autre idéal dans lequel il ne se reconnaît pas. Alors, il a tendance à arracher sa liberté. C'est le fait d'arracher là que nous, on appelle incontrôlable. En fait, il essaye de nous dire quelque chose. Il veut vivre une vie dans sa tête qui pense être idéale. Mais nous, les parents, nous aussi, on a une vie qu'on veut lui proposer, qui pour nous est idéale. Ça fait le conflit de deux idéaux. Alors, il devient incontrôlable. Mais du coup, est-ce que quelque part, je vais prendre un cas simple. Moi, j'ai la chance de travailler en milieu hospitalier. Et très souvent, tu vas me dire que toi, tu en parles de ton expérience. Très souvent, lorsque moi, j'ai eu des enfants avec des troubles psychiatriques, dépression, bipolarité et d'autres troubles dont j'oublie les noms, tentative de suicide. Ouais. J'ai remarqué que très souvent, c'était des enfants issus de familles, de foyers monoparentales. Ça, c'est mon expérience. Maintenant, est-ce que tu penses que c'est lié, ces éléments-là? Oui, bien sûr, c'est lié. Parce que de façon psychologique, lorsque l'enfant n'est pas à côté de l'un de ses parents, il lui manque quelque chose. Idéalement, l'enfant, il s'épanouit entre son père et sa mère. Il vient au monde par son père et sa mère. Donc, c'est un peu comme deux pieds. Donc, lorsqu'il lui manque un pied, qui est soit son père, soit sa mère, quelle que soit la raison pour laquelle il n'est pas là, il est déséquilibré. Il est handicapé. Et la psychologie du parent qui garde l'enfant veut qu'elle essaye d'être le père. Généralement, c'est la mère qui garde l'enfant. Elle essaye d'être la mère et le père. Et comme le père n'est pas là, elle pense qu'il faut lui faire des facilités. Il n'a déjà pas son père, il faut pas qu'en plus je lui fasse ci, il n'a déjà pas son père, il faut qu'il ait aussi ça, pour qu'il soit aussi un peu comme les autres enfants des familles dites normales. Et puis elle commence à devenir permissive. Et lorsqu'elle devient permissive, l'enfant commence à se donner de plus en plus de liberté, et puis il n'est pas habitué au mot non. Il n'est pas habitué qu'on lui dise non. Et puis chaque fois, il va un peu plus loin. Bon, à un moment, elle même se rend compte que l'allure qu'il prend là, ça peut ne pas donner, mais elle n'a plus cette pointe-là. Donc elle dit faiblement, fais attention, je t'ai déjà parlé, tu ne comprends pas, ainsi de suite. Elle n'a plus cette hargne-là pour arracher son enfant des contre-valeurs. Et c'est ça qui fait que quelquefois, l'enfant s'enfonce dans les contre-valeurs. Oui, c'est vrai. Il y a aussi... je vais trouver le mot un peu pour dire que comme tu es parti, tu m'as laissé l'enfant, regarde ce que j'en ai fait. Tu es parti, tu croyais que ma vie était finie, comme tu m'as laissé avec l'enfant, on serait rien devenu. Alors je vais te montrer ce que cet enfant est devenu. Alors elle lui achète des choses chères, elle lui permet tout pour montrer à lui et à la belle famille. Ça, on le dit pas souvent assez. Il y a toujours une petite rancœur avec la belle famille que vous allez donc voir ce que cet enfant est devenu. Malheureusement, aucun être humain ne peut se structurer sans le mot non. Qui que vous soyez, tout le monde doit à un moment faire face au mot non pour se structurer dans la société. Voilà donc un enfant roi que vous avez fabriqué, que vous allez utiliser comme trophée pour montrer dans la belle famille. Malheureusement, il devient un adolescent incontrôlable. Il commence à faire face aux stupéfiants, la sexualité précoce, déscolarisation et tout ce que tu as cité. Et puis la mère voit bien que quelque chose ne marche pas. Elle essaye de rattraper, ça ne va pas. Elle se met à pleurer, elle prie, on va chez les pasteurs. Quelqu'un m'a dit que l'autre a le démon, la tétutesse.
Mes amis, il n'y a pas de démon là, ça n'existe pas. En réalité, elle se bat, quoi. Elle essaye de rattraper la situation, ça ne donne pas, elle est perdue, et puis finalement, on se retrouve chez les médecins. Et au-delà de ça, expérience vécue. Je reçois une adolescente âgée de 13 ans aux urgences pédiatriques. Et quand on regarde dans son background, on se rend compte que c'est une fille qui se prostitue depuis l'âge de 12 ans. Et quand on creuse un peu plus, foyer monoparental, elle ne connaît pas son père. Et on se voit bien que la mère est totalement dépassée. Et moi, l'analyse que moi je fais, quand je regarde un peu comment elle se comporte, très agressive, on sent qu'elle en veut à sa mère du fait de ne pas connaître son père. Est-ce que ça pourrait expliquer une attitude comme celle-là, qui est le fait que l'enfant en veut à sa mère, à l'autre parent qui s'occupe d'elle? Du coup, elle développe une certaine agressivité qui peut mener à des dérives telles que la prostitution et la drogue et tout. Oui, indirectement. Mais ça ne commence pas par là. Une jeune fille de 12-13 ans ne se lève pas pour aller se prostituer. Il y a un cheminement qui a amené à ça. Généralement, c'est la révolte contre la société, c'est la révolte contre sa mère, c'est la crise identitaire. Finalement, elle est l'enfant de qui, elle vient d'où, elle sait pas où elle est. C'est cette dérive qui va crescendo et qui l'amène là-bas. Donc, généralement, quand la mère voit que l'enfant commence à perdre pied, elle doit rassurer l'enfant, la rassurer sur son identité. Il y a certaines mères qui prennent sur leur ego d'envoyer l'enfant quand même côtoyer un peu son père, qu'elle sache quand même que je suis originaire de tel endroit. Évidemment, elle sait que pour la plupart, son père, c'est un bandit, il va pas la garder longtemps. Mais juste pour son confort de savoir que moi aussi, je suis originaire de tel endroit, elle envoie quand même l'enfant pour la structurer un peu. Autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'enfant devient adolescent, elle veut conquérir sa liberté et elle voit sa mère comme une opposante. Donc, c'est nous qui pensons que c'est parce qu'elle ne voit pas son père. Il y a peut-être ça, mais la vérité, c'est qu'elle veut aller vivre sa vie de femme. Et la mère trouve que, mais tu ne peux pas encore vivre ta vie de femme, c'est très tôt. Mais dans son environnement, à l'école, à la télé, WhatsApp, tout ce que vous voulez, elle voit des jeunes filles qui vivent leur vie de femme. Bonus, elles ont de l'argent. Avec ça, elle va s'acheter un iPhone et tout ça. Et puis toi, quand elle vient te demander, tu fais des promesses, on va voir. Mais là, elle tourne là et puis elle revient à l'argent du iPhone. C'est tellement facile. Donc, c'est ça qui peut amener à ça. Moi, je ne pense pas que ce soit parce que l'enfant ne connaît pas son père qu'elle se retrouve dans la prostitution. Je pense plutôt que c'est un cheminement et que c'est une crise identitaire qui a fait qu'elle est devenue fragile. Elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle a d'autres copines qui disent, viens, regarde, voilà ce que nous on a eu. Et puis elle se dit, pourquoi pas, en réalité, j'ai quoi à perdre? Et voilà comment elle se retrouve là-bas. D'accord. Et donc, le corollaire de ma question désormais, c'est, lorsqu'on est un parent unique, comment éduquer son enfant? Ça demande beaucoup de maturité. Ça demande beaucoup de maturité. Première maturité, c'est d'accepter que autant tu as un enfant que tu dois éduquer, autant tu as toi-même que tu dois structurer. Toi-même, tu dois vivre ta vie de femme. Tu dois servir la société. Moi, je pense que chacun de nous vient au monde avec un don, avec une facilité. Et à chaque fois que tu te rends compte que tu as un don, tu es endetté envers la société de ce don-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Tu ne viens pas sur la terre seulement pour éduquer les enfants. Tu viens pour réaliser ce pourquoi tu es là. Ça demande d'abord un équilibre. Deuxième chose, l'enfant que tu as là, en réalité, c'est un prêt. C'est un enfant qui t'a été prêté pour que tu le bâtisses à aller lui aussi jouer le rôle pour lequel il est né. Il n'est pas né pour ta fierté. Il n'est pas né pour que tu ailles le brandir devant son père pour dire que tu croyais que je n'allais rien devenir. C'est pas pour ça qu'il est là. Ton rôle, c'est de faire de lui un maillon efficace dans la société. C'est ça ton rôle. Et lorsque tu comprends ça, tu as le courage de dire non, ici tu ne fais pas ça. Non, c'est parce que mon père n'est pas là, c'est toi qui as même fait, ainsi de suite. Moi, mon enfant, moi, mes enfants, je suis mariée, j'élève mes enfants dans un cadre familial dit normal. Mais lorsque mon fils était un peu plus petit, un jour, il m'a appelé sorcière. Il y a ça dans mon livre. Et ce que je lui ai répondu, c'est que, mais mon ami, tu n'as même pas encore vu la sorcellerie. Ce que je te réserve devant là, tu vas voir la sorcellerie pro max. Ça, là, tu appelles déjà sa sorcière. En fait, c'est juste une parenthèse pour dire qu'à un certain moment, la maman monoparentale, la maman solo, doit prendre sur elle de prendre des décisions difficiles parce qu'elle n'est pas en train de bâtir quelqu'un lambda. Elle est en train de bâtir un monsieur.
Elle est en train de bâtir le prochain Einstein. Elle est en train de bâtir le prochain Patrice Lumumba, celui qui va marquer son temps. C'est ça sa responsabilité. Et lorsque la maman comprend ça, elle ne s'arrête pas à achète-moi la tennis, achète-moi le iPhone. Mon ami, moi lorsque j'étais enfant, une fois de plus, je n'ai pas grandi dans ce cadre-là. Je me souviens la première fois que j'ai porté le pantalon, la toute première fois, ma mère a pris les ciseaux et elle a coupé le pantalon sur moi. D'autres mamans disent, va enlever ça, tu viens me donner. Ma mère, elle n'était pas comme ça. Dans mon livre, je parle un peu de ma mère. Bon, petite parenthèse, parce que mon père ne vit plus, je peux parler de lui, mais ma mère vit encore, elle a 84 ans. Je vous en prie, n'allez pas lui dire ça. N'allez pas lui dire ça. Mais elle était une femme de poigne. Elle a pris les ciseaux, elle a coupé le pantalon sur moi. Bon, je n'ai pas demandé aux mamans solo de faire ça, mais c'est pour dire qu'à un moment, soyez confortable avec le fait de prendre des décisions difficiles. Parce que ce que vous êtes en train de voir, lui, il ne voit pas encore ça. Et plus tard, il va vous remercier. Lorsqu'il sera, je ne sais pas, ambassadeur, lorsqu'il sera quoi, même après vous, il dira que tout ce que je suis devenu là, c'est parce qu'un jour, une femme a su me dire non. Une femme a su me structurer, une femme a su m'accompagner. C'est ça qui a fait cette personne que je suis. Donc, lorsqu'on a la hauteur de comprendre notre vraie responsabilité, on ne s'arrête plus au problème d'ego. Qu'est-ce qu'on va dire? Je sais pas, élever l'enfant, machin. On est au-dessus de ça. Bon, j'imagine maintenant une femme qui a eu peut-être 1 ou 2 enfants avec un homme. Ils se sont séparés ou il est décédé. Et du coup, elle veut reconstruire sa vie avec un autre homme. Sauf que les enfants ne l'acceptent pas. Comment elle fait? C'est normal. Oui. C'est normal que les enfants ne l'acceptent pas. Même si c'était moi, j'allais être réticente parce que je suis habituée à mon père ou à ma mère. Celui-là, c'est un étranger. Avec mon père ou ma mère, c'est une relation naturelle, instinctive. Mais ici, c'est une relation qui va se construire. Donc, la première chose que je recommande, c'est que la femme doit elle-même être assez stable dans sa relation. Que ce ne soit pas, bon, on va pas être vulgaire, que ce soit pas quelqu'un, une relation passagère. Que ce soit pas une relation passagère. Donc, lorsque tu veux amener ton compagnon ou ta compagne vers tes enfants, il faut que la relation soit assez profonde, qu'elle date quand même, que vous vous projetiez ensemble pour aller le présenter à tes enfants. Maintenant, lorsque tu vas les présenter, il y a une fusion qui va se faire. Et tu vas faire exactement comme tu avais fait avec sa mère. Tu vas, entre guillemets, la draguer l'enfant. Ça veut dire que tu vas faire le beau, tu vas lui garder des cadeaux, tu vas faire des choses pour que la fusion se fasse. Et la mère, maintenant, en responsable, va laisser des espaces seuls entre le nouveau compagnon et l'enfant, et puis ils vont aller se balader entre eux. Et l'un des conseils que je donne pour un début, le père de substitution, qu'il accepte de jouer le mauvais rôle. Si par exemple l'enfant est en 6e, demande à l'enfant, tu as eu quelle note en mathématiques? 12 sur 20. Wow! En 6e, tu as eu 12 sur 20. Est-ce que c'est que j'avais eu 2? Toi, tu fais comment? Oui, okay. Et puis l'enfant se moque de toi. Un père comme toi, tu avais eu seulement 2. Il dit que sérieux, j'avais eu 2. Toi, tu fais comment? Donc, trouver des choses pour créer. Toi, tu vis dans un environnement comme ça. Pour moi, vraiment, ça n'a pas été facile. Vraiment, j'ai dû me battre pour arriver là. Ah bon, comment ça s'est passé? Ça, c'est lorsque le parent de substitution est avec l'enfant. Il fait des choses pour gagner le cœur de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant aime? Est-ce que pour un début, vous irez, je sais pas, au glacier, aller acheter quelque chose? Bref, vous savez comment ça se passe. Faites plaisir à l'enfant. Et lorsque vous allez revenir, que la mère aille dans le sens de ce que vous avez commencé. Ce qui se passe souvent, c'est que la mère surprotège son enfant. En réalité, elle n'a pas confiance au compagnon avec qui elle-même vit. Lorsque le compagnon parle à l'enfant, non, tu lui parles trop fort, il faut pas être comme ça, c'est parce que tu n'es pas son père, tu ne comprends pas, ainsi de suite. Ça ne doit pas se faire. La maturité veut que si tu te projettes avec celui-là, c'est lui le futur père de ton enfant. Et puis, accepte qu'il discipline l'enfant, accepte qu'il gronde. Un jour, le jour il est gentil, le jour il garde les cadeaux, tu es d'accord? Et pourquoi le jour il gronde, tu trouves qu'il en fait trop parce que c'est pas son enfant? C'est pas normal. Tu dois apprendre à ton enfant à l'appeler papa tel ou tonton tel, parce que c'est lui qui va être le papa dans cette maison. Mais je vais sortir par quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On dit souvent que ferme 2 yeux mais ouvre un œil. Il faut toujours avoir un œil sur cette relation. Pas parce que tu soupçonnes le nouveau père, mais juste parce que nous sommes des humains, une dérive est vite arrivée. Lorsque tu regardes ton enfant, tu ne le vois pas joyeux. C'est un peu comme s'il veut te parler. En même temps, il a peur que tu vas aller dire, prends l'enfant, la sortez. Allez dans un supermarché, allez vous balader, crée la relation, gratte-le un peu.
Peut-être qu'il y a quelque chose de pas, voilà, qui marche pas très bien. J'ai pas voulu prononcer le nom de religion. Il y a quelque chose qui marche pas très bien entre les deux là. Et puis, il veut te parler. Il a peur de ta réaction. Il a peur que tu ailles dire au père. Il a peur qu'on le chasse, ainsi de suite. Ouvrez l'œil quelquefois. C'est pas parce que vous le soupçonnez, mais nous ne sommes que des êtres humains. Ouvrez quand même l'œil. Ouais, c'est ça. Et justement, entre l'époux et l'enfant, qui passe en premier, en priorité? Moi, je pense que c'est l'enfant. Parce que l'enfant vous avez un lien instinctif, un lien naturel. Quelqu'un a même dit qu'un lien métaphysique avec l'enfant. Pourtant, le couple, la relation, c'est quelque chose qui se bâtit. On peut comprendre, ça marche, ça ne marche pas. On peut se séparer, on peut ne pas être d'accord. Et puis, en adulte, on résout le problème, on continue la relation. Donc, c'est quelque chose qu'on peut manager, en fait. C'est quelque chose qu'on peut manager. Mais l'enfant, c'est votre sang, c'est votre responsabilité première. Et puis, comme je disais, la responsabilité que vous avez envers votre enfant est une responsabilité supérieure. Donc, vous ne pouvez pas blaguer avec ça. Pour moi, l'enfant passe en premier. Mais quand je dis en premier, ce n'est pas pour dire que l'autre n'a pas sa place, quoi. Il a une place, mais on priorise l'enfant de mon point de vue. OK. Et j'ai souvent aussi entendu que, c'est un mec qui le dit souvent, que lorsqu'on dit non à un enfant, ça le sécurise. C'est vrai, ça? En partie. En partie, ça le sécurise, mais il ne faut pas aussi en faire trop parce que vous allez faire de lui un enfant frustré. Un enfant qui n'essaye pas de prendre des initiatives parce qu'on va lui dire non, quand je vais essayer ça, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez un peu ça. Il y a même des adultes comme ça. À chaque fois, il pose une action, il s'arrête, il te regarde. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, je peux avancer. Même quand il ne dit pas, il avance un peu, il s'arrête. Il cherche dans ton regard ton approbation pour avancer parce qu'il a complètement perdu confiance en lui. Parce qu'à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un à côté pour dire que non, c'est bon, vas-y, c'est bon, ainsi de suite. Donc, ça fait que l'enfant ne devient pas un adulte équilibré et puis ce ne sera pas bon pour lui. Oui, il faut dire non à l'enfant, ça va de soi. Il faut dire non à l'enfant. Quelquefois, il faut lui dire oui, mais il faut beaucoup plus lui demander, tu en penses quoi? Toi-même, tu penses que tu aurais fait ça comment? Et puis, lorsqu'il va dire ce qu'il aura, c'est ce qu'il pense. Maintenant, allez ensemble, progresser. Bon, si tu fais comme ça, et est-ce que tu as pensé à telle chose? Toi, tu vois que la conséquence peut faire comment? Si ça ne donne pas tel que tu dis là, tu as pensé à quelle porte de sortie? Tu peux t'en sortir comment? Bref, il faut apprendre à l'enfant lui-même à prendre ses responsabilités. Ça va pas marcher du premier coup, mais c'est comme ça qu'on fait un adulte responsable. Tout à fait. Justement, tu parles de responsabilité et je sais qu'il y a aussi un volet qui demande quand même un minimum de responsabilité, c'est la sphère intime. Ouais. J'entends par intime l'aspect sexuel. Ouais. À quel moment, c'est quoi le moment approprié pour aborder ce sujet-là avec l'enfant? L'éducation sexuelle, comme toutes les éducations, se font par étapes, par modules. Si on va le dire comme ça. L'éducation sexuelle se fait aussi comme ça. Beaucoup de parents pensent à tort qu'on fait l'éducation, on commence l'éducation sexuelle de l'enfant lorsque l'instinct sexuel s'éveille. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les êtres humains ont l'instinct sexuel et tous les êtres humains naissent avec ça. Certains appellent ça l'instinct de survie, instinct de procréation, tout ce que vous voulez. Bref, c'est cette force qui nous pousse à nous reproduire pour la préservation de l'espèce humaine. Tous les êtres humains sont comme ça. Bon. Ça veut dire que lorsque l'enfant est petit, on va commencer son éducation sexuelle. Évidemment, par ce qui est de son niveau. La première chose que je recommande, c'est, chez nous en Afrique, là, on a cette habitude, éviter de faire le bain du nouveau-né au salon. Je sais que quand l'enfant est né, c'est la joie de toute la famille, les mamans sont venues, les grand-mères et tout, allons lave l'enfant au salon, évitez ça. Amenez l'enfant aux toilettes. Pourquoi? Nettoyez-le pour commencer à préserver son intimité et pour montrer aux autres que le sexe est privé. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le sexe est privé. Ce n'est pas public. Donc, lorsque vous commencez à amener votre enfant à côté pour lui donner son bain, vous commencez à protéger son intimité et vous apprenez aux autres à préserver son intimité. Ça, c'est lorsque l'enfant est nouveau-né. Il connaît rien. Lorsque l'enfant va avoir 2 ans, 3 ans, ainsi de suite, vous allez lui apprendre, par exemple, à porter la culotte. À porter la culotte, à ne pas montrer ses dessous. Bon, évidemment, elle va pas comprendre tous les enjeux, mais vous pouvez dire les choses du genre, le sable va entrer dans tes fesses et puis tu vas tomber malade. Quand on va t'amener à l'hôpital, tu sais comment on te pique souvent là-bas, non? Tu vas tomber malade, on va te piquer. D'accord, pour un début, elle a peur plutôt de l'injection, mais elle commence à comprendre quand même qu'il faut se protéger. Ça, c'est l'enfant qui a 3, 5 ans, quelque chose par là. Lorsque l'enfant va avoir 10 ans, plus ou moins, on va lui apprendre que notre corps a plusieurs niveaux de, je vais trouver le terme,
plusieurs niveaux, je vais dire, de privation. Je vais trouver le terme tout à l'heure. Voilà ce que je veux dire. Il y a des parties publiques sur notre corps. C'est par exemple notre front, notre nez, nos mains. Ces parties ne se couvrent pas, tout le monde les voit et il n'y a pas de problème. Ça, c'est les parties publiques. Il y a des parties privées. Les parties, par exemple, lorsqu'on met la jupe, ce genre de choses. Mais il y a les parties intimes. Les parties intimes, c'est les parties où on double l'habit. Ça c'est le langage qu'on dit à un petit enfant. C'est les parties où on double l'habit. On met par exemple le slip et puis on met la jupe ou la culotte. Même chose, on peut mettre le soutien, le body, tout ce que vous voulez avant de mettre. Parce que ce sont des parties sensibles. C'est pour ça qu'on double les habits là-bas. Ça, c'est le niveau de compréhension qu'il peut avoir quand il a 10 ans. Quand il a déjà un peu plus de 10 ans, 15 ans, l'instinct sexuel se réveille. Il commence déjà à avoir des pulsions sexuelles, l'envie d'avoir des rapports sexuels, et c'est tout à fait normal. Si quelqu'un n'a pas ça là, c'est qu'il est anormal. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, il faut donc faire comprendre à l'enfant que l'envie qu'il ressent là est une envie tout à fait normale. Si vous voulez même aller plus, dites-lui que vous-même vous avez eu ça pour qu'il ne se sente pas un extraterrestre. Dites-lui que vous-même vous avez eu ça. Mais c'est une envie test. Ce n'est pas encore pour passer à la pratique. C'est juste pour voir si ses organes fonctionnent bien. Mais comme il ne sait pas ça, il sent la pulsion, il va aller dans les rapports sexuels parce qu'il a eu envie, alors que c'était une envie test encore. Ce n'est pas encore la maturité. C'est pas ce qu'on nous explique, hein. Mais bien sûr. Bon, ici, je suis dans un cadre pédagogique. Oui, chacun va adapter ça à sa réalité. Ça, c'est pour l'enfant qui fait face déjà aux pulsions sexuelles. Petite parenthèse, lorsque l'enfant fait face aux pulsions sexuelles, puisque c'est une force, c'est une puissance, il faut l'occuper autrement. Mettez-le dans un club de sport, de musique, quelque chose pour qu'il soit un peu distrait. Parce que bon, finalement, ça va arriver. Comme je le dis, les rapports sexuels ne sont pas interdits, ils sont juste réglementés, c'est tout. Donc, entre-temps, occupez-le pour essayer de gagner du temps autant que vous pouvez. Ça, c'est l'enfant qui a dans les 15 ans. Lorsque votre fille a déjà les 20 ans, 25 ans, là, plus ou moins elle est déjà sexuellement active, qu'elle vous l'ait dit ou non, maintenant, commencez à lui dire que les rapports sexuels, je viens de le dire, ne sont pas interdits. C'est juste réglementé, mais qui a des implications derrière. Et ça, on ne le dit pas souvent. Les implications qu'on connaît, c'est les grossesses non désirées, IST, machin, tout ça. Mais il y a aussi la partie métaphysique dont on ne parle pas souvent. On ne parle pas souvent de ça. Il y a des personnes avec qui vous avez des rapports sexuels et puis votre vie n'est plus la même. Soit vous commencez à être maladive, soit une grossesse ne reste plus, ou même, il y a même pire, souvent c'est les affaires même qui ne marchent plus. Vous sentez qu'il y a un avant et un après depuis que vous êtes passé dans la vie de cette personne. Autre chose qu'il faut dire, c'est que les fluides sexuels portent notre ADN. Tu maîtrises ça un peu plus que moi. Ça veut dire que lorsque tu as des rapports avec quelqu'un, tu prends un peu de sa colère, tu prends un peu de sa santé fragile, tu prends un peu de son ADN, autant que lui-même prend un peu de ton ADN. Je vous en prie, ne me parlez pas de préservatifs, parce que les gens même qui fabriquent les préservatifs, c'est eux-mêmes qui nous disent que ça ne protège pas à 100%. C'est eux-mêmes qui nous disent ça. Ça veut dire qu'il y a quand même une petite partie qui peut passer malgré le préservatif. Donc, laissez l'autre là. Mais que votre enfant sache qu'il y a des implications même métaphysiques au rapport sexuel. Et c'est normal, parce que le rapport sexuel marche avec la procréation, marche avec la vie. Et on sait que la vie est d'origine divine. C'est pour ça qu'on dit que le rapport sexuel n'est pas simple. Ça, c'est pour la jeune fille qui a déjà 25 ans. Quand elle dépasse 25 ans, plus ou moins, elle entre déjà dans le mariage. Elle se projette déjà avec l'homme de sa vie. Là, vous allez maintenant lui apprendre que lorsqu'on arrive déjà à ce niveau-là, ce n'est plus le sexe qui est la première chose. On s'en va dans une relation pour bâtir quelque chose avec quelqu'un, mais prioritairement, on s'engage dans une relation pour donner. Nous sommes nombreux à penser qu'on va dans une relation pour prendre. Il m'a perdu le temps, j'ai passé 5 ans avec lui, qu'est-ce qu'il m'a donné, j'ai rien. Mon ami, on va dans une relation pour donner. La bonne nouvelle, c'est que comme lui aussi vient pour donner, du coup, on ne manque de rien. Donc, lorsque tu te projettes dans un mariage avec quelqu'un, pose-toi la question, qu'est-ce que j'emmène sur la table? En quoi je peux faire évoluer sa vie? Même si on se sépare demain, moi, j'aurais fait que sa vie aille d'où à où? Tu es venu pour donner. La bonne nouvelle, c'est que lui-même réfléchit de la même façon. Du coup, il n'y aura pas, il m'a perdu le temps, il m'a rien donné. Parce que autant tu as donné, autant toi-même tu as reçu. Tu vois, quand on est parti tout à l'heure du bébé qu'on allait laver aux toilettes, on est déjà la jeune fille qui se marie. On est toujours dans l'éducation sexuelle, mais on a ajouté des modules au fur et à mesure de la maturité, de la compréhension de l'enfant. Ah, c'est beau ce que tu dis là. Je n'ai jamais vu la chose comme ça. Hein. Je n'ai jamais vu la chose comme ça. Il y a vraiment progressivement. Ouais. Et justement, par rapport à ça, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun, mais je crois que ça arrive avec les réseaux sociaux. En Europe, en l'occurrence, il y a une hypersexualisation. Et ça va jusqu'aux enfants.
Et on voit des parents qui habillent leurs enfants de telle enseigne qu'ils trouvent leur enfant sexy. Quel est le commentaire que tu as fait par rapport à ça? Un enfant sexy. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Vous savez, tu ne deviens pas homme parce que tu as un sexe masculin. Ce n'est pas pour ça. Tu deviens homme avec la psychologie. Ça veut dire que même quand tu es dans le ventre de ta mère, là, tu as déjà une psychologie d'homme. Ça veut dire que lorsque l'enfant est petit, il ne sait pas encore est-ce qu'il est une fille, est-ce qu'il est un garçon. Tu vas voir que lui, il est un peu plus rationnel. Et tu vas voir que la fille est un peu plus émotionnelle. Oui. Tu vas voir une petite fille, elle a 2-3 ans, elle a porté son habit, elle vient tourner devant toi, maman, est-ce que je suis jolie? Comment tu me trouves? Est-ce que je suis jolie? Mais le garçon, ça lui dit rien. Quel est le garçon qui a porté son habit? Il a 2 ans, 3 ans, et puis il vient parader devant toi là pour dire que est-ce que tu me trouves? Ça lui dit rien. Ça veut dire qu'on est homme à l'intérieur de nous. Donc, lorsque quelqu'un est né homme veut dire que c'est pas par rapport au sexe masculin. Il est né, à l'intérieur de lui, il est un homme. Et que tu viens je vais pas dire travesti, tu viens le changer en femme, en réalité, tu crées un combat en lui, un désordre, tu crées une crise identitaire. Parce qu'au fond de lui, il a la rationalité de l'homme, et puis toi, tu viens lui fabriquer l'émotionnel de la femme dans lequel il ne se reconnaît pas. Finalement, il n'est plus un homme, il n'est plus une femme. Bon, pour l'instant, moi, je pense que le créateur n'a pas encore créé la race hybride. C'est vrai que les humains essayent d'aller par là. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, de ce que je sais, la 3e race n'existe pas encore. Et c'est pour ça qu'il est troublé. Au fond de lui, il est un homme. Et puis toi, tu en fais une femme. Finalement, il est quoi? Donc, je pense que c'est une grave erreur. On peut tellement s'épanouir du côté où on est né qu'on n'a pas besoin de changer ça. Et lorsque tu vas regarder, tu vas te rendre compte que ce sont ces parents qui sont déséquilibrés psychologiquement. Ils portent des traumas psychologiques. C'est ça qu'ils essayent de rattraper ou de mettre. Peut-être, elle n'a pas eu de poupée. Ça, c'est le genre de choses qu'ils reçoivent en psychologie. Lorsqu'elle était enfant, elle n'a pas eu de poupée. Les parents n'avaient pas d'argent. Et puis, lorsqu'elle a eu le garçon, elle se dit que mais c'est ma poupée. Elle a eu le garçon, mais elle se dit, ce sera ma poupée. Alors, elle habille en rose, elle lui met les nœuds sur la tête, machin. Ouh, tu es très beau, ainsi de suite. De façon naturelle, l'enfant voulant avoir l'approbation de ses parents, qu'est-ce qu'il fait? Mais lui-même s'installe dans ce rôle-là. Parce qu'avec ça, il a le sourire de maman. Il s'installe lui-même dans ce rôle. Et puis, il commence à se convaincre qu'il est une femme. Un homme ne peut jamais être une femme. Et une femme ne peut jamais être un homme. La preuve, c'est que lorsqu'on les opère, on ne change pas les organes internes. Mais on ne change pas leur psychologie. On ne change pas leur façon de faire. C'est pour ça que vous voyez les travestis. Ben, à un moment, par exemple, ils se fâchent vite. S'il est travesti d'homme en femme. Donc, il a fait le make-up, machin, tout ce que vous voulez en femme. Mais à un moment, il perd patience. Il trouve que tu lui perds le temps. Il va aller droit au but parce que l'homme est orienté solution. Oui, alors que la femme, elle voulait juste que tu l'écoutes. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Elle voulait que tu l'écoutes. Elle voulait que vous échangiez ensemble, qu'elle sache que, en fait, c'est le moment qu'elle passe avec toi qui était même important. C'était pas le problème qu'elle te... Oh, elle n'a même pas encore fini de parler. Tu commences à lui proposer des solutions. Mais est-ce que tu n'as pas vu une femme, un homme qui est travesti en femme, voilà comment il va réagir. Mais, parce que, en fait, il a une crise identitaire. Et c'est très dangereux parce que ce genre de personne, quand il ne sait pas qui il est, il y en a qui vont aux actes extrêmes, hein. Parce que finalement, il ne sait pas qui il est, est-ce qu'il est un homme, est-ce qu'il est une femme. Et finalement, il va à un acte extrême, soit il se donne la mort. Vous voyez ce genre de personne, il sort dans la rue, tire sur les marchands comme ça. Il ne sait plus où il est, en réalité. Malheureusement, c'est nous qui fabriquons ce genre de personnes. Parce qu'il y a une mode en ce moment en Europe qui veut que quand un enfant naît, bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord, qu'on le laisse lui-même choisir, entre guillemets, son identité sexuelle. C'est-à-dire, il y a une mode où on dit, bon, pourquoi est-ce qu'on va donner toujours la poupée à l'enfant, à la fille, et le camion au garçon? Du coup, toi, en tant qu'éducatrice parentale, tu as un commentaire par rapport à ça? Oui, attendez, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin parce que le garçon est déjà garçon et la fille est déjà fille. C'est nous qui avons décidé que la fille doit jouer avec la poupée et le garçon doit jouer au ballon. L'enfant n'a jamais dit ça. C'est dans notre tête que ça se passe comme ça. Ça veut dire que le garçon peut très bien jouer avec la poupée. Tu sais très bien qu'il y a les hommes qui sont...
On dit quoi, sage homme? Maïticien. Maïticien, voilà. Tu sais très bien qu'il y a des hommes qui sont maïticiens. Ça veut dire qu'ils manipulent les bébés dans la première enfance et ils le font très bien. Et ce sont des hommes. Et tu sais très bien qu'il y a des femmes qui jouent au football et qui le font très bien. C'est nous qui avons décidé ça comme ça. Et il n'y a aucun problème qu'un homme joue avec les choses des femmes. C'est nous qui avons décidé que c'est les choses des femmes. Quand il dit un homme, un garçon joue avec les choses des femmes et puis qu'une fille joue avec les choses des garçons, il n'y a pas de problème à ça. D'ailleurs, pour aller plus loin, moi, pour ceux qui suivent mon actualité, vous savez que j'ai une fille et un garçon. Lorsque mes enfants étaient petits, je les ai éduqués de la même façon jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'adolescence. Moi, j'appelle ça le tronc commun. Ça veut dire que lorsqu'il est petit, autant il doit savoir laver le sol, autant il doit savoir faire le marché, autant il y a des prérequis qu'il doit avoir. Mais comme c'est un homme, lorsqu'il entre dans l'adolescence, on entre aussi en spécialisation et on commence maintenant à l'éduquer sur des choses qui vont faire de lui un meilleur homme et on éduque la femme sur des choses qui vont faire d'elle une meilleure femme. Mais lorsqu'ils étaient enfants, vous pensez que lorsque j'achetais le ballon, ils jouaient au ballon là avec qui? C'était avec sa soeur. Donc vraiment, le problème n'est pas dans le genre de jouet. Le problème est dans l'orientation que vous essayez de mettre dans la tête de l'enfant. C'est là-bas qu'il y a le problème. Si votre enfant est né garçon, il peut très bien s'épanouir en tant que garçon, que ce soit avec la poupée ou le ballon. Quand je dis poupée ou ballon, c'est un exemple. Oui, quoi. Voilà, c'est-à-dire que les jouets de filles ou jouets des garçons, il peut très bien s'épanouir avec ça. Donc, il n'y a pas de problème à ça. D'ailleurs, s'il se manipulait les deux, il sera d'autant plus à l'aise en société. Lorsqu'il sera face à un homme, il saura gérer avec les hommes. Lorsqu'il sera avec les femmes, il saura gérer avec la femme. Donc, Et est-ce qu'il y a des mots qui tuent la confiance en soi de l'enfant? Ouais, bien sûr, il y en a beaucoup. C'est tout ce que tu as pu faire. Le premier, là, lui, il avait 2 têtes. Pourquoi tu es seulement sorti deuxième? C'est tout ce que tu as pu faire. Non, mais ça ne vaut pas la peine. Pourquoi tu es idiot comme ça, là? Mais non, nous avons élevé avec ça nous a pas tués. Oui, d'accord. Bon, ça nous a pas tués. C'est Dieu qui sait ce que ça va faire à nous. Moi, par exemple, j'ai dû retravailler sur moi-même et je dis souvent dans mes conférences, dans mes prises de parole que c'est l'une des choses qui a fait que j'aille me former pour devenir psychologue. Parce que moi-même, j'avais aussi mes blessures, mes traumas qu'il fallait juste une partie pour que vous sachiez. Moi, je suis enfant de grossesse rapprochée. Vous voyez un peu le genre d'enfant où quand la mère accouche, quelques mois après, elle retombe enceinte. Ça veut dire que le premier enfant est encore un bébé et il y a déjà l'autre. Et chez nous, en Afrique, dès que tu as un petit frère, tu es déjà grand. Même si tu as 1 an, tu es déjà grand. Donc, tu grandis avec certains traumatismes et malchance pour moi, ma petite sœur est quelqu'un qui intellectuellement est plus poussé. Donc, c'est le genre qui, lorsqu'elle va à l'école, elle compose. Elle a 18 sur 20, 19 sur 20 sans problème. Et moi, j'ai toujours été ce genre de personne qui tourne dans 10, 11, 12 et j'ai trimé. Et j'ai trimé même pour avoir ça. Et tu imagines donc, mais voilà ta petite sœur, elle a 15 de moyenne, toi tu n'as que 10 de moyenne. Et puis, non seulement ça me détruisait, et ça me détruisait d'autant plus que c'était vrai. C'était vrai. Donc maintenant, il faut que je me batte contre moi-même pour dire que non, même comme j'ai eu 10 et qu'elle a eu 18, moi-même j'ai de la valeur. Malheureusement, tout le monde ne va pas réussir à se reconstruire et vous avez donc ce genre de personnes qui grandissent étant blessées. Vous connaissez sûrement ce genre de personnes qui disent, chez nous les femmes, c'est courant. Quand tu fais un compliment à une femme, wow, tu es belle. Une autre dit là-bas que oui, comme moi je ne suis alors rien. Tu es alors dit que moi je n'ai alors rien porté. Et ainsi de suite. Tu es obligé de rattraper la situation pour dire que non, tu es belle aussi. Non, je voulais finir avec elle pour venir. En réalité, elle se sent tellement en insécurité que tout ce qui tourne autour d'elle, elle pense que c'est contre elle. Et ça vient des mots de l'enfance que les parents disent aux enfants. Ce n'est pas souvent méchant, je voudrais sortir par là. Ce n'est pas toujours méchant. En fait, l'idée, c'est de le booster, de le pousser à mieux faire. Tu es un idiot. Quand on dit tu es un idiot, mais c'est pour qu'il n'ait plus envie d'être un idiot et qu'il travaille. Sauf que lorsqu'on a dit ça, je dis toujours dans mon livre, je le dis aussi, les parents sont les prophètes de leur enfant. Ça veut dire que quand c'est maman qui a dit, lui ne sait pas que maman disait que pourquoi tu as les formes comme ça là. Lui, il pense que maman dit que les formes, ce n'est pas bien. Alors, tu vas la voir, elle va commencer à porter les baguilles, les gros habits pour couvrir ses formes. Parce qu'au fond d'elle, avoir les formes là, ce n'est pas bien. Parce que maman a dit, avec tes formes là. Donc, c'est pour dire qu'il y a des mots rabaissants qui partent d'un bon sentiment, mais ça détruit l'enfant. Et il faut justement que les parents soient conscients de ça pour savoir utiliser les mots médians, des mots encourageants du genre « tu peux mieux faire en faisant ça »
Au lieu de dire pourquoi tu as mal fait. Quand on dit tu peux mieux faire, ça veut dire que ça c'était pas très bien, mais tu n'as pas zoomé sur ce qui a mal fait. Tu zoomes plutôt sur ce qu'il peut mieux faire et du coup tu évites ce traumatisme. Et c'est quoi un parent modèle? Le parent modèle, c'est le parent qui sait que son enfant a une vie à lui. Son enfant va quelque part, son enfant a des hauts et des bas, son enfant peut ne pas être d'accord avec lui, son enfant peut quelquefois avoir raison à son détriment. Oui. Chez nous en Afrique, là, c'est une hérésie. On convoque au conseil de famille une fois, il m'a manqué de respect. Non, c'est un être humain, il peut avoir aussi ses façons de penser. Et un parent modèle aussi, c'est celui qui accepte que son enfant a sa personnalité. C'est pas parce que tu aimes le riz que tu vas dire qu'on va manger le riz dans cette maison. Concède que lui ne mange pas le riz et qu'il mange le plantain, donne-lui le plantain. Donc, un parent modèle, c'est celui qui a cette capacité à se moduler, à s'adapter, à comprendre l'enfant, même lorsqu'il ne parle pas, mais qui garde toujours cette envie de faire de lui quelqu'un de meilleur, qui a toujours cet amour, qui veut le bien de son enfant. Pour moi, c'est le parent modèle. C'est beau. Et je sais qu'il y a souvent des parents qui disent c'est à cause de toi que je n'ai pas pu... Je me suis sacrifié pour toi. Et donc, comme pour dire que l'enfant leur doit quelque chose en retour. Est-ce bonne ou mauvaise pratique? Mauvaise pratique. Mauvaise pratique, d'accord. Mais je voudrais dire à la défense des parents que, en fait, c'est un exutoire. C'est-à-dire qu'ils ont mal. C'est leur façon de pleurer, en fait. Parce que dans tous les cas, un parent aime son enfant et un parent se sacrifie pour l'enfant. Lorsqu'elle dit « j'ai tout sacrifié pour toi », s'il fallait recommencer, quoi qu'elle aurait fait quoi? 2 fois plus. Donc, en fait, elle parle, c'est sa façon de pleurer, entre guillemets. C'est pas pour dire que c'est l'enfant qui a gâté sa vie, ainsi de suite. Elle aurait avorté. C'est pas le plus dur aujourd'hui, là. Donc, si elle a gardé cet enfant, ça veut dire qu'elle voulait cet enfant. Tous les sacrifices qu'elle a fait, elle l'a fait avec amour. Ça a été difficile, mais au fond d'elle, elle se disait toujours que c'est toi qui vas me venger, tu seras ministre dans ce pays, c'est toi qui vas devenir ici, c'est toi qui vas laver mon nom, ainsi de suite. Non, je pense que c'est juste l'expression d'une douleur. Quelquefois, c'est le trop plein. Ça n'a pas été facile. Si on lui dit que bon, comme il a gâté ta vie, on te l'enlève, alors elle va dire quoi? Jamais. On dit, bon, s'il fallait recommencer, alors tu l'aurais jeté à la poubelle. Jamais. Donc, je pense sincèrement que ce n'est pas méchant. Mais la vérité, c'est qu'il y a des femmes qui ont dû faire des sacrifices. Il y en a qui ont dû arrêter l'école. Il y en a qui se sont séparés de leur famille. Il y en a qui ont pris des malédictions, qui ont été abandonnés, ainsi de suite. Oui, les mamans ont traversé beaucoup de sacrifices. À moins que vous soyez dérangé psychologiquement, je vois mal une maman en train de rendre son enfant responsable de ce que sa vie n'a pas été. Généralement, c'est sa fierté. Et au fond d'elle, elle attend rapidement que cet enfant réussisse et qu'il vienne laver son nom. Mais justement, derrière ça, il y a aussi une notion de vouloir faire culpabiliser l'enfant, comme pour dire que oui, donc tu me dois X, Y, Z. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi, donc tu me dois, machin, truc. J'ai déjà entendu dire ça. Moi, je pense que c'est la précarité qui fait dire ça aux parents. Ça veut dire qu'on est à la limite de manger. Attends, tu es une jeune fille. Toi, tu es ici, on prépare seulement, tu manges. Mais voilà les jeunes filles qui rapportent les iPhones à leur maman. Toi, tu es ici, évidemment. On ne dit pas ce qu'il faut faire, mais elle comprend ce qu'on lui demande d'aller faire. Je pense que c'est la précarité qui fait dire ça. Moi, je pense que l'enfant ne doit rien à son parent. Le parent a juste fait son devoir. Il n'a pas demandé à naître. C'est toi qui as décidé de faire venir au monde. C'est ta responsabilité. En réalité, il ne te doit rien. Effectivement, moi-même en consultation, il y a des gens qui viennent dire, j'ai tout donné pour cet enfant, je me suis sacrifié, je n'ai pas eu de vie, je suis comme je suis aujourd'hui parce que tout est passé chez lui. Et puis aujourd'hui, il gère seulement avec sa femme. J'appelle, il ne décroche plus, machin. Je lui dis, mais attends, pour les chrétiens là, les croyants, quand tu as fait ce que tu devais, on dit que je suis un ouvrier bon à rien parce que j'ai juste fait mon devoir. Mais tu as juste fait ton devoir. En réalité, il ne te doit rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'enfant étant lié intimement à sa mère, il y a toujours au fond de lui quelque chose qui le pousse à vouloir que sa mère soit bien. D'accord, il y a certains, bon, laissons les mauvais mots. Je voulais dire que quelqu'un qui est un peu dérangé, qui oublie complètement sa mère. Mais généralement, moi, je connais plusieurs couples qui ont eu des problèmes parce que la femme a parlé en mal de la mère de l'homme. Il en a fait un scandale. Il dit que jamais, pas ma mère. Donc, disons, un enfant normal, il va quand même penser à sa mère. S'il ne te donne pas grand-chose, peut-être parce qu'il est encore en train de se construire, peut-être il se réserve pour te donner quelque chose de beaucoup plus grand. Ça fait que permet-lui d'épargner, permet-lui de s'organiser. Mais je pense que
l'enfant finit toujours par penser à sa mère, finit toujours par penser qu'il faut qu'il fasse quelque chose parce que en réalité, lui-même, il sait qu'il lui est redevable. Tu n'as pas besoin d'en remettre une couche. Il sait qu'il t'est redevable. Et si ça se trouve, il est en train de payer pour ça. Il y a plusieurs enfants aujourd'hui, peut-être tu le sais, il y a plusieurs enfants aujourd'hui, ceux qui immigrent, qui font venir leurs parents. On fait venir les parents, bon, on soigne toutes les maladies, on les amène aussi voir soit la Tour Eiffel ou au Canada, n'importe où. Le parent passe un peu du bon temps avant de rentrer en Afrique. C'est aussi une façon de te payer ce qu'il te doit. Donc, que les parents ne pensent pas que l'enfant leur doit quelque chose, il leur doit rien. Ils ont juste fait le devoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'enfant lui-même sait qu'il te doit quelque chose, soit patiente, il arrive. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec ça, totalement. Et autre chose dans l'éducation, à quel moment on sait qu'on est prêt à être parent? Lorsqu'on est prêt à accepter les challenges qui iront avec. Lorsqu'on sait que ce ne sera pas toujours le bébé nounous et qu'à un moment, il ne va pas faire ses nuits et puis il faudra quand même aller au travail. Lorsqu'on est conscient des difficultés, parce que les joies, ce sera naturel. Mais lorsqu'on est conscient des difficultés qui viendront, et qu'on est prêt à les affronter pour l'objectif supérieur, on est prêt. Et la suite de ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on devient parent? Parce que c'est naturel. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'instinct sexuel que tous les êtres humains ont, qui nous pousse à nous reproduire pour préserver l'espèce humaine. Il n'a pas plu à Dieu de venir créer le monde tous les matins. Bon, quelqu'un m'a dit en blaguant qu'il crée toutes les nuits. Bon, j'ai rien dit. j'ai rien dit. Il ne vient pas créer les êtres humains tous les matins. Donc, le premier être humain qu'il a créé, il a mis un système qui permet qu'il se reproduise par lui-même. C'est ce système-là qu'on appelle l'instinct sexuel. Donc, ça fait que, sans réfléchir, si vous êtes un homme normalement constitué, à un certain moment de votre vie, vous ressentez une envie de vous accoupler pour rien. Ça vient tout seul comme ça, là. Et c'est tout à fait normal. Si quelqu'un n'a pas ça, ça veut dire qu'il est un peu stérile, un peu comme une graine d'arachide qui ne peut pas se reproduire. Donc, un être humain normal doit avoir ça. Donc, pourquoi il veut se reproduire? Juste parce qu'il suit son instinct. Maintenant que la société nous éduque et que nous savons que se reproduire, là, il y a des responsabilités derrière, tu ne vas non plus écouter juste ton instinct comme le coq. Tu vas d'abord t'organiser que bon, la fin qui va venir là, ça va même commencer par les visites prénatales. Après, ça va venir par l'hôpital. Après, il faudra mettre à l'école. Maintenant, lorsque tu as un enfant, toi-même, tu deviens un peu plus responsable. Tu te dis, bon, je peux plus vivre n'importe comment. Si je meurs là maintenant, qu'est-ce qui va même arriver à l'enfant si il faut que je fasse de mon mieux? Il y a certains hommes, dès qu'ils ont un enfant, ils ne fument plus, ils ne boivent plus, ils commencent à devenir rangés tout seuls parce qu'ils se projettent déjà. Il sait qu'il a une responsabilité envers le petit qui est posé là-bas, qui pleure là. Lorsqu'il sort, il faut que j'ai l'argent pour les couches, il faut que j'ai l'argent pour le lait, ainsi de suite. À ce moment-là, on n'écoute plus juste notre instinct, on se prépare en tant qu'adulte, en tant qu'être mature. Et lorsque l'enfant vient, ben, on lui donne un cadre dans lequel il va s'épanouir. Ouais, c'est vrai que c'est important, ça, d'avoir le cadre. Ouais. Et l'échec scolaire. Moi, j'ai autour de moi, je te raconte l'histoire, j'ai autour de moi une amie qui divorce et du coup, les enfants, ça part complètement à la dérive. Et ma question a deux volets. Premier volet, comment gérer le divorce lorsqu'on a des enfants? Et deuxième volet, l'échec scolaire. Comment gérer ça lorsqu'on est parent? Et que quelque part, c'est peut-être suite à un divorce que l'enfant dérive par rapport aux études. En réalité, les deux questions sont même liées et c'est compliqué, sincèrement. Sincèrement, c'est compliqué. Parce que comme je l'ai dit, l'enfant s'épanouit entre son père et sa mère. Même quand ça ne va pas entre vous deux dans la chambre là, lui, juste le fait de vous voir là, lui, il est bien dans sa tête. Donc, lorsque une personne va partir, ça devient difficile pour lui. Comment est-ce qu'il va vivre ça? Il y en a qui commencent à penser que c'est leur faute. S'il n'était pas né, peut-être vous auriez vécu votre vie tranquille. Peut-être parce qu'il n'a pas eu de bonnes notes. Il commence à fabriquer des films dans sa tête. Et malheureusement, il fait grandir ça et il commence à culpabiliser du parent qui est parti. Ou même souvent du parent qui est resté. Ça peut arriver. Donc vraiment, c'est une situation qui, dans l'idéal, ne devrait pas arriver. Malheureusement, les enfants en prennent un coup. Et la vérité aussi, c'est que on est un parent, mais on est aussi un être humain. On est une femme, on est un homme. Et puis, c'est normal qu'on veuille vivre notre vie d'homme aussi, notre vie de couple. Si ça ne marche pas, ben, c'est dommage, mais ça ne marche pas. Moi, je pense plutôt que je suis contre.
et je le dis partout où je passe, je suis contre ces parents qui restent dans la relation pour l'enfant. Ah. Parce que, j'explique. Toi, tu n'es pas heureux là-dedans. Tu fais juste semblant. Et ça te détruit. Et toi-même, tu sais que ça te détruit. Sauf que l'enfant ayant un lien métaphysique avec le parent, il voit que tu n'es pas heureux. Tu es resté pour lui. Mais il te voit mourir à petit feu. Du coup, lui-même commence à déprimer dans la chambre. Quand il sort le matin, là, il sourit. Bonjour papa, bonjour maman. Son oreille est trempée. Il pleure dans la nuit parce qu'il ne voit pas son avenir. Il n'est pas sûr vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il sent. Il ne peut pas prouver, mais il sent qu'entre les deux là, il y a quelque chose qui s'est coupé. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment, quand on veut vivre sa vie, évidemment, on aura tout essayé. Hein. Je ne suis pas en train d'encourager les autres à se séparer. Moi, je suis mariée. Donc, je n'encourage pas les gens à se séparer. Je dis seulement que si vraiment vous avez tout fait, la terre est assez grande pour que chacun aille s'épanouir de son côté. Maintenant, donc, qu'est-ce qui va arriver à l'enfant? Ce qui est certain, c'est qu'il va souffrir. Dans tous les cas, il va souffrir. Quels que soient les bons mots, quel que soit ce que tu vas faire, il va souffrir. Mais maintenant, en adulte, faites de votre côté ce que chacun peut pour atténuer un peu sa souffrance. Par exemple, de temps en temps, envoie-le chez papa. Toi-même, tu sais que papa, c'est un bandit. Les hommes, excusez-moi. Toi-même, tu sais que papa, c'est un bandit. Pas les balles perdues. Oui, toi-même, tu sais que papa, c'est un bandit. Mais envoie-le là-bas. 1 jour, 2 jours, le week-end, machin. Reprends-le vite avant que les habitudes de papa là ne ressortent vite. Récupère-le vite. Ça marche aussi dans l'autre sens. Nos mères là, nous-mêmes, quelquefois aussi là, on fait fort quand même. Sérieusement, quelquefois. Mais envoie-le là-bas juste pour qu'il ressente encore un peu cet amour maternel là, et puis il va revenir. Donc, lorsque vous faites ça, ça peut aider aussi. Maintenant, les deux parents doivent s'entendre en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants et non en ce qui concerne la relation. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, si papa a dit que l'enfant doit aller à l'école, dans telle école, la mère peut adhérer. Ce n'est pas pour dire qui a tort, qui a raison. Je dis seulement que trouver quelques terrains d'entente pour que l'enfant sente quand même que son père et sa mère, s'il y a même encore un petit truc entre eux qui le concerne, et il va bâtir là-dessus pour être structuré. Dans tous les cas, il sera un enfant blessé. Dans tous les cas. Mais c'est la responsabilité des deux qui se séparent de réduire la blessure. Et c'est ça qui amène souvent à la déscolarisation. Ou alors à l'échec scolaire, parce que lorsqu'il va à l'école, il n'est pas concentré. Il imagine qu'est-ce qui se passe, ma mère est où, l'autre homme qui est venu là, c'est qui? Il a même dormi dans la chambre de maman aujourd'hui. Hein. C'est même qui, celui-là? Donc, il n'est pas concentré. Tout ce que l'enseignant dit là-bas, là, il ne suit rien de ça. Il n'est pas concentré. Ou alors, il se dit finalement, ça sert à quoi? Ma vie de famille est ratée, papa est parti, maman est partie, tout ça sert même encore à quoi? Même les diplômes là, je ne fais même pas, je vais aussi parce qu'on a payé, ainsi de suite. Ça fait qu'il ne se donne pas vraiment et puis ça conduit au décrochage scolaire. Ce qui est certain, c'est que ça part du fait que deux personnes se sont mises ensemble, soit elle n'était pas assez mature, soit elle n'a pas su assez lire l'autre personne. Malheureusement, il faut se séparer et voilà un enfant qui est blessé. Oui, ça arrive souvent ça. Et comment on gère les enfants manipulateurs? C'est-à-dire, il sait, surtout dans les couples séparés, il sait que s'il demande à maman, maman va dire non. Il sait qu'en allant demander à papa, papa va dire oui pour passer pour le bon et justement porter à faux maman. Ouais, cette question me parle vraiment. Et j'en parle dans mon livre aussi. Puisque j'ai dit que j'ai vécu avec deux parents qui avaient des caractères différents. Et je raconte dans mon livre, justement, une scène où maman avait préparé, c'était le macabo, un truc bizarre. On ne voulait pas manger ça. Alors, on va dire à papa que maman a préparé là, nous, on ne veut pas manger ça. Nous, on veut le gâteau. Et puis, il avait l'argent. Donc, il nous donne l'argent pour aller acheter le gâteau. Ma chance pour nous, maman était placée là-bas, on ne savait pas. Dès qu'on est sorti, elle était en se la main. Il dit que mets ça ici rapidement. Tu crois que les autres qui mangent le macabo là, eux, ils sont les animaux. Mets l'argent là ici rapidement. Et va manger ça. On va manger en pleurant. Elle sort la chicotte. Donc, elle te sert le macabo et elle pose la chicotte à côté. Tu vas seulement manger ça aujourd'hui là. Tu vas pleurer, mais tu vas manger. Et puis, on a mangé. Bon, elle a son caractère à part. Hein. J'ai pas dit de faire ça. Mais c'est pour dire qu'à un moment, il faut quand même un minimum de fermeté. Parce qu'en réalité, si vous ne le faites pas, vous êtes en train de fabriquer un enfant roi. Et il n'y a aucun endroit sur la terre, en dehors de votre maison, où votre fils là, il est le prince, c'est lui le grand, c'est lui qui... Ça n'existe nulle part. Dès qu'il va sortir de la maison, il n'est pas habitué à faire des efforts. À peine il a fait un petit, vous l'avez déjà célébré. Donc, il sait que c'est lui la star. Il n'a aucun effort à faire. Sauf que dès qu'il va sortir là, il va entrer en entreprise. Ça va sortir qu'il ne connaît pas faire. Et il sera frustré parce qu'il n'est pas habitué qu'on lui dise non. Ça va être que non, on est jaloux, c'est parce que vous ne voyez pas, c'est parce que, ainsi de suite. Pareil dans la relation.
Il ne sait pas supporter les challenges. Il ne sait pas prendre sur lui pour l'intérêt de la relation. En fait, il n'est pas un être social. Vous avez fabriqué quelqu'un qui est complètement asocial et il n'aura sa place nulle part. Même à l'église. Même à l'église, ça ne va pas marcher là-bas. Parce qu'il est toujours celui qui se plaint. Pourquoi l'autre a fait ci? Pourquoi toi tu as fait ainsi de suite? Ça ne peut pas marcher. Donc lorsque vous avez un enfant manipulateur, je vous en prie, soyez assez ferme pour lui dire que vous avez vu son jeu, mais plutôt voilà ce qu'il faut faire. Parce que si vous dites aussi, j'ai vu ce que tu fais là, mon ami, moi-même j'ai fait ça, ça c'est rien. Parce qu'en réalité, il vous manipulait parce qu'il voulait atteindre un objectif. Donc si vous avez dévoilé la manipulation, mais allez donc à l'objectif. Puisque sa manipulation, c'était pour nous amener là-bas. Allez donc voir quel est le problème qui est là-bas. Parlez avec lui. Peut-être qu'il veut une nouvelle tennis. Je prends un exemple. Il veut une nouvelle tennis. Et puis, il a laissé exprès l'autre tennis sous la pluie. Et puis, il me dit que, tu vas commencer à gâter, non, il me faut une autre tennis. Vous savez très bien qu'il voulait une autre tennis. Maintenant, vous allez parler avec lui pour dire que si tu veux une autre tennis, tu n'es pas obligé de gâter l'ancienne. Peut-être que moi, j'avais le projet de t'acheter une tennis. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est l'autre tennis que tu vas bien garder? Si tu n'as pas pu garder d'abord celle-ci, va d'abord m'arranger ça. Tu laves ça, tu mets au soleil, ça sèche bien. Je vois comment tu portes. Et puis, je suis en train de m'organiser. Tu auras une autre tennis. Tu aurais aussi pu zoomer sur les tennis, la tennis mouillée. Tu veux dire quoi? Moi, il y avait l'âge là. Mon ami, j'ai fait plus que ça. Ta tennis, quand tu mettais même ça sous la pluie, je savais déjà. En réalité, tu ne touches pas au vrai problème. Et tu ne touches pas à la solution vers laquelle on va, et tu aggraves plutôt le problème. Donc, lorsque vous avez un enfant manipulateur, dévoilez sa manipulation, mais focalisez-vous sur l'objectif qu'il voulait atteindre. Vous allez même voir que la manipulation, là, va même s'arrêter toute seule. Et l'enfant capricieux, comment on gère ça? C'est pareil. Mais il faut comprendre que l'enfant capricieux, généralement, c'est un enfant qui a besoin d'attention. Il a l'impression que vous êtes toujours dehors, il crée quelque chose pour attirer votre attention. Il y a des petits enfants qui carrément cassent le verre. Wow, tu as cassé le verre, c'est quoi ça? Mais tu l'as donc regardé. Donc, comme il a cassé le verre, là, c'est ton regard là qu'il voulait. Donc, lorsque l'enfant est capricieux, essayez de regarder derrière lui. Est-ce que c'est un enfant qui manque d'affection et qui a besoin d'affection? Nous, les Africains, on ne sait pas dire qu'on manque d'affection. Mais on manque d'affection. Parce que quand tu commences à dire que c'est les choses des Blancs. Mais nous, on manque d'affection aussi. Donc, il faut regarder, est-ce qu'il a besoin de ta présence? Est-ce que c'est ton regard qu'il voulait? Maintenant, il est capricieux. Est-ce que c'est parce que tu ne le mets pas en sécurité? Est-ce qu'il a l'impression que tu vas partir, tu vas le laisser? Est-ce qu'il a l'impression que vous allez vous séparer? Est-ce que nous, les Africains, chez nous, les Africains, on appelle les oncles et les tantes les mamans. Ça veut dire que ma soeur, c'est la maman de mon enfant. Mon frère, c'est le papa de mon enfant. Sauf que mon enfant, lui, il ne voit pas ça comme ça. Il le voit comme le tonton qu'il est. C'est moi qui dis que non, c'est ton père. Hein. Va chez papa. Non. Donc, lorsque tu fais ça, il se sent en insécurité là-bas et c'est toi qui veux. Donc, il y a des enfants qui vont même carrément jusqu'à tomber malade. Directement, là, il se met à faire une température. On ne sait pas d'où ça sort. Là. En réalité, c'est toi qui veux. Donc, lorsque l'enfant est capricieux, au-delà du caprice, essayons de voir qu'est-ce qu'il essaie de nous dire. Est-ce qu'il a besoin de notre présence? Est-ce qu'il a besoin qu'on lui montre notre attention? Est-ce qu'il a aussi besoin de fermeté? Il y a des enfants qui sont les enfants rois. Est-ce qu'il a juste besoin de fermeté? Et là, mon ami, passez sur ses caprices. Hein? Passez sur ses caprices. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment, ça va même s'arrêter facilement. Mais mon problème, c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est aller au-delà du caprice. Qu'est-ce qu'il y a derrière le caprice? Si vous réussissez à gérer ça, généralement, le caprice même va s'arrêter. Moi, j'aime c'est commencer pratico-pratique, là. C'est top. Et au-delà de ça, chez nous, en Afrique, il y a toujours une raison un peu mystique. Ouais. Bon, est-ce qu'en tant qu'éducatrice parentale, il y a des éléments qu'on peut regarder qui peuvent nous permettre de dire que non, le comportement de l'enfant, si ça doit être quelque chose qui vient de, je sais pas, moi, de la sorcellerie ou un truc comme ça? Bon, ce qui est certain, c'est que moi, je suis chrétienne. Et en tant que chrétienne, beaucoup de chrétiens savent qu'il y a un monde visible, un monde invisible. D'accord. Mais ni vous ni moi ne sachons à quel niveau les forces invisibles agissent sur nous. Moi, je ne le sais pas. Je suppose que vous-même, là, vous ne savez pas aussi. Ça fait que quand l'enfant est têtu, comment vous faites pour me dire que c'est le démon de la têtutesse? Le pasteur a dit. Vous vous basez sur quoi? Le pasteur. Même le pasteur, là, il ne sait pas. Non, il est plus élevé spirituellement. Ou bien le guérisseur, je sais pas trop. Bon, attendez. Bon, disons, pour couper court, moi, je suis une chrétienne pragmatique. C'est-à-dire que moi, je regarde les choses d'une façon rationnelle. Il y a certaines choses qui ne tombent pas sous le sens. Donc, bon, on va peut-être en parler tout à l'heure. Pour revenir aux enfants, je voulais dire que
C'est possible, hein. Dans l'absolu, tout est possible. Oui. C'est possible qu'il y ait un mauvais esprit qui vienne harceler l'enfant. C'est possible. Bon, moi, je suis pas pressé. Moi, je suis pas pressé. Mais c'est du domaine du possible. Ouais. Maintenant, il faut que ce soit la dernière, c'est-à-dire que lorsqu'on aura enlevé toutes les autres causes, que ce soit la dernière cause. Il faut que ce soit ça. Parce que vous risquez de tomber sur un enfant qui a même ses troubles psychologiques. Peut-être parce que c'est vous qui ne le rassurez pas. Et comme nous, on est devenus tellement hyper croyants, on met tout dans la spiritualité. Au lieu de voir que ton enfant a besoin de ta présence, tu penses qu'on lui a lancé quelque chose. On peut lancer. Mais généralement, on n'a pas lancé. La preuve, c'est que si tu changes ta façon de faire, sans aller chez le prêtre, le pasteur, tout ce que tu veux, le démon là va partir seul. Juste parce que l'enfant se sent rassuré, il redevient normal et puis il n'y a plus de ça ici. Chez nous, en Afrique, on est plus sensible aux forces mystiques. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Moi, je sais que les forces mystiques existent, les bonnes comme les... Quand je dis le monde spirituel, les bons comme les mauvais, moi, je sais qu'ils existent. Je sais aussi qu'ils interagissent dans la vie des humains, puisqu'ils sont invisibles. Mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils interagissent. C'est pour ça que je ne suis pas pressé de dire que c'est eux, avant d'avoir évacué d'abord toutes les causes qui montrent que ce n'est pas nous. Parce que quelquefois, quand tu fais ton auto-évaluation sincère, tu te rends compte que ce n'est pas le démon. Et tu sais que ce que je dis, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des éléments dans notre culture qui sont des vrais poisons éducationnels? Oui. Ce serait quoi, par exemple? Le poids de nos traditions. Le poids de nos traditions. Pas de façon globale, mais il y a beaucoup de choses dans nos traditions qui nous détruisent. C'est quoi, par exemple? Il y a des choses. Exemple, ton père a du recul par rapport à toi. Donc, il est censé savoir qui pourrait être un bon conjoint pour toi. C'est comme ça que nous, on voit les choses. C'est pareil pour la mère, hein. Elle a été jeune fille, femme, machin, elle a un recul que tu n'as pas. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsque l'enfant se met debout, le père qui est assis voit de loin, voilà. Donc, il a un recul qui fait que si il dit que épouse celui-ci, tu dois épouser. Parce que c'est ton père. Tu le respectes, tu sais qu'il est un ancien, il a vécu, il a de l'expérience, machin. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Donc, il y a certaines choses qu'on fait parce que nous sommes de ce sang. Nous sommes élevés comme ça. Ça s'est fait sur des générations comme ça. Mais avec les années, on a perdu l'idée qui était derrière l'action et on est resté focalisé sur l'action. Aujourd'hui, cette action nous dessert. On continue juste de la faire parce que vous avez les doigts là et chez vous les doigts là, voilà comment ça se fait. Mais nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui avaient commencé cette action, il y avait une idée derrière. Oui. Je ne sais pas s'ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas eu le temps de transmettre ça, mais l'idée qui était derrière cette tradition, elle s'est perdue, mais la tradition est restée. Maintenant, nous, on vient appliquer cette tradition sur des gens qui sont aujourd'hui avec le modernisme. Moi, voici, je suis en train de parler en français. Donc, chacun de nous est un peu sans mêler, mais on vient nous imposer des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas de notre culture. Même si, pour prendre mon cas, même si moi, je suis originaire de la région du littoral du Cameroun, je ne suis plus entièrement littoral, puisque je suis en train de parler en français. Ça veut dire que certaines choses de ma culture ne me sont plus opposables parce que je ne me reconnais pas là-dedans, juste parce que je ne sais pas quelle était l'idée qui était là derrière. On me dit, il faut juste faire ci, il faut juste faire ça. Mais on ne se reconnaît pas là-dedans. J'ai pris l'exemple des mariages. Ce n'est pas, vous avez compris, hein, il y a des moments où ça marche. Il y a des moments aussi où ça ne marche pas. Mais c'était juste pour dire que ne prenons plus nos traditions juste parce que je suis de ce sang-là et je dois faire comme ça. Essayons de voir quelle est l'idée derrière et n'hésitons pas à, je ne sais pas si je vais dire tropicaliser, bon, n'hésitons pas à adapter ça à notre réalité parce que les premières personnes qui ont lancé ça, ils ne nous voulaient pas du mal. Mais adaptons ça à notre réalité au lieu de faire un copier-coller parce que je suis de ce village et dans ce village, on fait comme ça. quelquefois, ça ne nous sert pas. On est d'accord. Et c'est que dans ton livre, tu parles aussi de la méthode SPREAD. Ouais. C'est quoi ça? SPREAD, c'est un acronyme. C'est un acronyme que j'ai créé pour faciliter la rétention des 5 éléments clés qui, d'après moi, peuvent aider à amener un enfant un adolescent de incontrôlable à un adolescent ambassadeur. Le S, ça signifie la suggestion. La suggestion, c'est il faut pouvoir parler à l'enfant, il faut pouvoir lui expliquer le pourquoi du comment des choses, il faut pouvoir lui vendre ta vision.
C'est ça la suggestion. Maintenant, P, c'est la pression. Ça veut dire qu'il faut pouvoir l'amener là où tu penses que c'est bon pour lui. C'est une pression douce, mais il faut commencer quand même à l'amener. Et il n'y a pas un monde où chacun fait ce qu'il veut. Ça n'existe nulle part. Donc, petit à petit, il faut commencer à lui faire une sorte de présélection pour qu'il comprenne quand même que même pour vivre dans la société, il faut que tu ailles de ce côté-là. Ça, c'est la P, c'est la pression. R, c'est la répression. La répression, c'est la punition. Et je le dis partout. Il faut punir l'enfant. Il faut punir l'enfant. Moi, je suis de l'époque de la chicotte. Je suis à l'époque de la chicotte. Bon, je ne suis pas sûr de recommander ça à tous les parents parce que comme j'explique dans mon livre, j'ai dit un jour à mon enfant qu'il va te taper. Hein. Il dit que maman, je ne suis pas sûr. Il dit quoi? Il dit je ne suis pas sûr. Waouh. Je le regarde, il est d'abord grand de taille comme ça là. Il me dépasse en taille. Moi et son père, nous tous aussi nous dépasse en taille. Je l'ai regardé comme ça. Je dis que est-ce que moi je suis même sûr de ce qu'il dit là? Encore que je me suis rappelé de ma copine qui a aussi un adolescent comme ça. Elle a tapé et puis il a envoyé c'est l'avant-bras. Il a envoyé ici là. Oui. Elle a frappé sa main dessus là, elle a eu le rhumatisme pendant une semaine. Wow. Elle a eu une inflammation. Elle dit qu'elle ne savait pas que les os de l'enfant étaient devenus durs comme ça. Donc, je vous en prie, n'allez pas prendre la honte. Mais au moins, il faut punir l'enfant. Quand je dis la punition, ça veut dire trouver quelque chose à quoi il est sensible. Il y a des enfants, on dit même quand tu dis que tu veux le taper, il dit que fais vite et qu'on en finisse. S'en fout. Donc, à celui-là, est-ce que vous allez fouetter? Donc, trouver à quoi il est sensible, appuyer dessus qu'il est mal et qu'il fasse la relation entre la douleur là et la faute qu'il a commise. Ça, c'est la répression qui est la punition. Eux, c'est l'exécution. Si vous avez demandé qu'il fasse la vaisselle, je vous en prie qu'il fasse la vaisselle là aujourd'hui. Les parents ont tendance à fuir la confrontation. Tu vas voir, comme tu ne veux pas comprendre par les mots, M-O-T-S, tu vas comprendre par les mots, M-A-U-X. La vie va t'apprendre. Mon ami, ça c'est une fuite en avant. Tu as demandé qu'il fasse la vaisselle. Qu'il fasse la vaisselle là. Petite parenthèse, dans mon livre encore, je parle de mon fils parce que là-dedans, j'explique que lorsque mes enfants étaient petits, j'ai une fille et un garçon, je leur apprenais, je vais dire comment, l'éducation des filles et des garçons aux deux. Donc, il y avait chez moi une semaine où la fille faisait le ménage dans la maison et le garçon mettait la propreté dans la cuisine. Et la semaine d'après, on inversait. Et puis, j'ai remarqué que mon garçon, souvent, il faisait ça le soir parce que le matin, il fallait aller à l'école pour ne pas être en retard. J'ai remarqué que mais le gars, si là, chaque fois il va se coucher, quand je passe à la cuisine, je vois la saleté là-bas. Je vais le réveiller, c'est comment normal, je vais me lever tôt le matin, je vais faire. Certains matins, il fait d'autres, il ne fait pas. Je me suis dit que ça, c'est une mauvaise habitude qui commence déjà à s'installer. Ce qu'il a fait, j'ai attendu, il est entré à la cuisine. Lorsqu'il est entré, j'ai pris, vous connaissez le banc de cuisine, non? J'ai mis ça devant la porte de la cuisine et je me suis assise là. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, là, où il met la propreté dans la cuisine, où lui et moi, on dort seulement. C'est le jour-là, il m'a appelé sorcier. Le jour-là. Il ne savait pas que je pouvais faire ça. Oui. Je me suis assise là, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à faire mes WhatsApp. Il allait sauter sur ma tête, il allait faire quoi? Il boude, vraiment. Ma chose n'est jamais comme pour tout le monde. Les gens ont les mères ici dehors. Quand ma part de mère est sortie, voilà tout ce que ça a pu donner. Voilà tout ce que ça a pu donner. Vous pensez qu'à la fin, là, il a fait quoi? Mon ami, il a mis la propreté là-bas. Donc, quand on arrive à l'exécution, veillez à ce qu'il fasse. Il y va de votre autorité. Si vous ne le faites pas, il va dire la prochaine fois que de toutes les façons, tu parles toujours. Cause tu pars, tu vas partir, je vais aussi partir. Donc, un jour là, soyez la folle, soyez la sorcière de votre enfant. Moi, j'ai assumé être la sorcière. Aujourd'hui, là, c'est passé depuis. Donc, il sait qu'aujourd'hui, là, c'est moi son 10, quoi. Comme lui-même, il dit souvent, c'est moi son 10 aujourd'hui. Parce que j'ai accepté un jour d'être sa sorcière. Ce que sa vie est devenue, bon, il est grand. Il entre dans le monde professionnel aujourd'hui. Et puis, ce n'est plus ça. Donc, vraiment, c'est très important qu'il fasse ce que vous avez dit. Le dernier, pour moi, c'est le plus important, c'est la dépression. La dépression veut dire que accepter que c'est un être humain avec ses particularités. À un moment, laissez votre ego de côté. Laissez les choses dans cette maison. J'ai dit que dans cette maison, on va faire... Accepter que peut-être lui, il aime le riz. Dans cette maison, on va seulement manger le macabo. Bon, c'est une image que j'ai créée tout de suite là. Mais acceptez que vous, dans cette maison, on mange le macabo, mais que lui mange le riz. Vous êtes en train de le préparer à devenir un être social. Il aura ses goûts, il aura ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et c'est cette préparation que vous êtes en train de faire. Donc, en fait, c'est ce cheminement que je détaille dans mon livre. Évidemment, je mets aussi des exemples pratiques, des exercices, machin. Mais en gros, c'est de ça que je parle. Merci beaucoup, Micheline. Ouais, elle est dense, hein. Elle est très, très dense. On aurait pu continuer encore l'émission pendant longtemps. Ok, Micheline, on va tendre vers la fin. J'aimerais qu'on sorte un peu de tout ça. Là, la mode est aux élections.
Comment est-ce que tu perçois le Cameroun, toi, aujourd'hui? Je pense qu'il y a à faire. Je pense qu'il y a à faire. Je pense qu'on peut mieux faire. Et j'imagine que l'état du Cameroun actuel, c'est ce qui a pu être fait, mais ça se voit qu'il y a du besoin. Il y a du besoin. Je prends juste l'exemple des routes qui ne sont pas au top. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de route goudronnée, mais vous et moi savons qu'il y a à faire dans ce domaine et dans beaucoup d'autres domaines aussi. Je voudrais penser que les dirigeants font ce qu'ils peuvent. C'est un domaine que je ne maîtrise pas vraiment, mais s'il faut s'en tenir aux faits, il y a à faire. Il y a du besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme je dis souvent, ce n'est pas un Gabonais, mes frères Gabonais, excusez-moi, c'est juste une image. Ce n'est pas un Gabonais qui viendra arranger le Cameroun. C'est toujours les Camerounais qui vont arranger le Cameroun. Donc, chacun de nous a la responsabilité, dans sa sphère d'action, de faire le peu qu'il peut faire pour reconstruire à son niveau. Évidemment, avec les élections, il s'agit de gérer d'une façon globale. Mais au-delà de ça, toi, tu es aussi Camerounais. Qu'est-ce que tu as fait à ton niveau? Si chacun de nous se sent missionné d'arranger le Cameroun avec ses petits moyens du côté où il est, ce ne sera sûrement pas parfait, mais quelque chose va changer. C'est pour ça que moi, je suis là aujourd'hui. Tout à fait, je confirme. Et est-ce que tu as un commentaire lié au fait que le président actuel, 92 ans, se présente à nouveau aux élections présidentielles? Est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça? Bon, ce qui est certain, c'est que ne maîtrisant pas vraiment la sphère politique, je ne vais pas m'aventurer très loin, mais de façon humaine, quelqu'un qui a cet âge, si c'était en entreprise, serait allé en retraite. Si c'était en entreprise, bon, est-ce que la politique marche comme l'entreprise? Je ne sais pas, mais ça se voit quand même que c'est quelqu'un qui a déjà besoin d'aide, quelqu'un qui a besoin déjà de soutien, de personnes autour de lui, que ce soit en termes d'action, de réflexion, d'impulsion de certaines choses. Et c'est tout à fait humain. C'est pas méchant, c'est la nature. C'est juste la nature. Si vous-même, vous avez vos parents, moi, ma maman a 84 ans. Donc, je parle de ce que je connais. Elle a de plus en plus besoin d'aide. Oui, en tant qu'être humain, il a besoin d'aide. Encore plus pour ses responsabilités, il a vraiment besoin d'aide. Si tel est que il pense pouvoir le faire encore, de façon naturelle, il ne pourra plus le faire seul. Ça, c'est... On parle d'un pays, hein. Voilà. Il ne peut pas le faire seul. Sûrement, il aura besoin de personnes pour l'encadrer. On verra bien ce que ça va donner. Et comme tous les Camerounais, je suis un peu pacifiste aussi. Et puis, je pense que quelle que soit la solution qu'on va trouver, l'idée n'est pas de détruire, l'idée est de construire. Et j'espère qu'on ira dans ce sens. Je te laisse le mot de la fin. Chaque jour qui passe nous rapproche de notre fin. C'est valable pour toi et pour moi aussi. Chaque jour qui passe nous rappelle notre responsabilité de laisser derrière nous du répondant. Chaque jour qui passe réveille en nous cette fierté de dire que même s'il fallait que ma vie s'arrête aujourd'hui, j'ai laissé quelque chose. Plutôt, j'ai laissé quelqu'un. Parce que le matériel, on sait comment l'avoir. Les carrières professionnelles, la starmania, tout ça, on sait comment avoir ça. Mais qu'est-ce que tu dirais de l'enfant que tu as laissé derrière toi? Quel que soit le pays, quel que soit ton pays, qu'est-ce que tu dirais de l'enfant que tu as laissé derrière toi? Tu as compris ce que je veux dire? C'est une responsabilité citoyenne, c'est une responsabilité civique, c'est une responsabilité divine de faire de l'enfant que tu as entre les mains quelqu'un qui va efficacement servir la société. C'est mon devoir, c'est ton devoir aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'on vit dans un monde où lorsque ça ne va pas, il y a tellement de spécialités aujourd'hui que tu peux te faire accompagner. Moi, je suis coach parental. J'ai l'avantage, avant ma spécialité, d'être moi-même une femme mariée, d'être maman. Donc, je ne parle pas de la théorie. Je parle de ce que je sais. Et si tu veux, je peux t'accompagner. Mais si tu ne le veux pas, s'il te plaît, n'oublie pas que c'est ta responsabilité de laisser derrière toi quelqu'un qui va continuer ta vie avec fierté. Amen, au pluriel, amener. Bref, la suite est dans le livre de Micheline Samé, Adolescent incontrôlable. Je pense que au terme de cet échange qui aurait pu durer encore, tu as pu juger de la quintessence, de l'expérience qui parle avec des mots MOTS. Merci beaucoup, Micheline. Ouais, c'est toujours un plaisir de servir. Et puis, je voudrais dire aussi que
j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est pour ça que je suis là. La preuve, c'est que c'est Argent Livre qui a édité mon livre. Et puis, Congosa.com, on est en train de réfléchir si on peut pas partir sur un nouveau projet. On a quoi faire? On est là. On est en train de réfléchir déjà parce que le petit frère ou alors les jumeaux de ce livre sont déjà en route. Et puis, on est en train de réfléchir. Peut-être ça pourrait se faire. Je voudrais vraiment encourager l'initiative que tu fais. Et puis, en tout cas, merci. Donc, je te le dis, je peux te l'annoncer, c'est que tu as été sélectionné pour être conférencier au week-end de l'écrivain 2025. Ouais, je te l'ai pas encore dit ça. Je l'ai pas encore dit. Dans l'équipe, on prépare du très très lourd, surtout que cette année, on va faire très très grand cette année. Donc bref, on reste concentré. L'équipe, c'était Valère Bélias et Micheline Samé, auteurs du livre Adolescents incontrôlables. On vous met tout dans le premier commentaire de cette vidéo, le numéro qui est juste en dessous pour ceux qui veulent le lire. Pour ceux qui veulent contacter Micheline, je peux donner le numéro ou pas? Bien sûr. Voilà, je donne le numéro plus 237 699 632 637 ou plus 237 677 832 087. C'est aussi WhatsApp, c'est aussi OM pour ceux qui veulent encourager. Ouais, un peu non. Orange Money, Momo, bref, vous encourager, vous envoyez seulement. Tout ça, c'est bien aussi. Dans l'équipe, vous connaissez le rendez-vous. Week-end de l'écrivain, on vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo 2025 à Yaoundé. Ça sera du venez voir. On est ensemble comme en décembre et on se ressent. Minakano. Les 30 et 31 août 2025, rendez-vous au Starland Hotel Bastos à Yaoundé dès 9h pour le week-end de l'écrivain Cameroun, organisé par les éditions Argent Livre. Au programme, conférences, panels, ateliers, formations sur l'écriture. Venez célébrer l'héritage de plusieurs générations. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.